Aujourd'hui, nous allons parler du philosophe, scientifique et homme d'État anglais Sir Francis Bacon. Né le 22 janvier 1561 à Londres, il est le deuxième fils du couple connu Sir Nicholas Bacon et Anne Cook Bacon. Son père était un homme d'État lui-même qui avait un grand intérêt dans l'éducation gratuite et qui avait ouvert une école de grammaire gratuite à l'est de Londres. Alors que sa mère était la fille de l'humaniste Anthony Cook et elle-même une intellectuelle, qui avait beaucoup contribué à la littérature religieuse avec plusieurs translations de textes latins. Nous verrons plus tard comment les vies intéressantes de ses parents jouaient sur sa doctrine. Mais pour revenir à ses études, Bacon était premièrement enseigné à la maison par un licencié d'Oxford et un purificateur de l'Église d'Angleterre pour la majorité de son enfance à cause de sa mauvaise santé. Néanmoins, à l'âge de 12 ans, il entrait à Trinity College à Cambridge avec son grand frère Anthony. Ici, ils étaient enseignés personnellement le programme médiéval en latin par le futur archevêque de Canterbury, Dr. John Whitgift. Il avait aussi suivi des études à l'université de Poitiers en France, mais c'était à Cambridge où il avait rencontré la reine Elisabeth pour la première fois. Elle était très impressionnée par son intellect et lui a offert des postes diplomatiques à travers l'Europe. Avant de nous pencher sur ses doctrines scientifiques et philosophiques, nous devons d'abord comprendre sa carrière politique, qu'influençait vraiment ses pensées. Après plusieurs postes diplomatiques dans toute l'Europe, Bacon retournait en Angleterre pour être proche de son père qui était en mauvaise santé. Toujours intéressé par l'administration, Bacon voulait s'impliquer à nouveau dans l'État. Alors il postulait pour une position dans le Parlement, mais sans succès. Néanmoins, 2 ans plus tard, en 1581, il était élu comme membre du Parlement dans une élection partielle. D'ici, Bacon tiendra plusieurs différents postes de contrôle dans le Parlement pendant 40 ans. Dans le Parlement, il était connu pour sa pensée progressiste et puriste, appelant à plusieurs reprises pour la simplification de la loi et l'exécution de la catholique Mary, la reine des Écossais. Plus tard, il abandonnait ces demandes et manifestera pour la tolérance religieuse. C'était aussi pendant cette longue carrière politique que Bacon développait sa curiosité pour la philosophie. Il essayait même d'introduire plusieurs réformes philosophiques qui portaient sur l'éducation. Temporis Partus Maximus, qui veut dire l'enfant mâle du temps, et The Advancements of Education sont deux œuvres de Bacon dans lesquelles il souligne l'importance d'une éducation longue et rigoureuse. À part de ces réformes, sa longue carrière politique était peu mouvementée et s'est mal terminée. En 1620, il était éventé que Bacon était corrompu et avait accepté un pot de vin pour rembourser des dettes personnelles. C'était à ce moment qu'il quittait la politique et se dédiait à ses études scientifiques et philosophiques. Au cours de ses postes diplomatiques en France, Italie et l'Espagne, Sir Francis Bacon continua à étudier. Il apprenait les langues nationaux et il étudiait les sciences et les lois. Au cours de ses études scientifiques, il a conclu que la méthode scientifique, fortement inspirée par la philosophie d'Aristote, était inexacte et contestable, ce qui ne devait pas être le cas selon Bacon. Après son siège dans le Parlement, il introduisait la théorie baconienne en 1620 dans son œuvre Novum Organum, qui veut dire nouvelle méthode. Ce titre fait référence à l'œuvre d'Aristote qui s'appelle Organon, dans lequel il met en avant sa méthode scientifique qui se base sur la logique et le syllogisme. Alors dans son propre œuvre, Bacon rejette la méthode d'Aristote et met en avant une méthode qu'il pensait supérieure à l'ancien. Pour résoudre un problème scientifique, Bacon propose d'utiliser le pur et simple procédé de réduction et induction. C'est-à-dire qu'il faut premièrement préciser systématiquement tous les besoins pour faire des observations de qualité avant de produire des faits. Par exemple, pour trouver la cause d'un phénomène naturel comme la chaleur, selon Bacon, il faut premièrement noter toutes les situations dans lesquelles la chaleur est présente, puis toutes les situations similaires mais dans lesquelles la chaleur n'est pas un facteur, et finalement les situations dans lesquelles la chaleur est variable. En introduisant cette méthode, Bacon espéra éradiquer toute généralisation des sciences. Cependant, sa méthode n'avait pas une influence durable comme désiré,
mais son idée générale, qu'il faut être vigoureux et curieux, lui fait le père de la méthode scientifique que nous connaissons aujourd'hui. Francis Bacon n'avait pas seulement contesté la pensée scientifique d'Aristote, mais aussi sa pensée philosophique. Comme Aristote, Bacon s'intéressait à la philosophie naturelle et la tabula rasa. La tabula rasa est un concept philosophique qui représente l'esprit humain. Selon Aristote, lors de la naissance, notre tabula rasa est vide et avec expérience, elle commence à se remplir. Sur le contraire, Bacon pensait que l'âme humaine est plutôt un miroir enchanté et l'homme doit corriger les images qui sont réfléchies pour qu'il puisse voir les choses comme elles sont vraiment. En plus de questionner les philosophies d'autres, Sir Francis Bacon s'était penché sur des conceptions de la société et sur des questions d'éthique dans ses travaux. Sa doctrine principale était la théorie des idoles, qu'il présente dans la deuxième partie de The Advancement of Learning. Cette théorie était une expansion de la méthode scientifique qu'il avait proposée. D'après Bacon, en plus d'éviter le raisonnement par syllogisme introduit par Aristote, il fallait aussi éviter les idoles qui sont des préjugés fausses en forme d'illusion qui distortent notre vision à travers le miroir enchanté, notre âme. Bacon proposait 4 classes d'idoles. Les idoles de la tribu, qui se réfèrent à la tendance de la nature humaine à préférer certains types de conclusions erronées. Les idoles de la caverne, qui se réfèrent à la tendance de l'homme éduqué et habitué de n'accepter que sa vision du monde personnelle et rien d'autre. Les idoles de la place publique, qui se réfèrent aux problèmes de communication et toutes ses conséquences comme les malentendus. Et les idoles de la scène, qui se réfèrent à l'intense abus de la tradition, ce qui rend impossible l'ouverture de l'esprit à des idées nouvelles. Ces idoles renvoient à l'empirisme moderne, dont Bacon est le père. L'empirisme moderne englobe toute connaissance et croyance qui nous vient sous forme d'objets de la nature que nous ensuite interprètent. Donc, pour Bacon, nos théories scientifiques sont basées sur nos observations, d'où sa proposition d'une méthode scientifique basée complètement sur des observations de qualité. En avril 1626, Francis Bacon explorait la possibilité de préserver la viande avec la neige. Malheureusement, il n'était pas bien préparé pour l'hiver rude, et pendant son expérience, il contracta la pneumonie et mourut 2 jours plus tard. Néanmoins, Sir Francis Bacon est aujourd'hui reconnu comme un innovateur scientifique et philosophique qui a guidé ces 2 domaines de la Renaissance à l'époque moderne. Nous lui rapprochons d'être le père de la méthode scientifique et de l'empirisme à cause de ses avancées et œuvres concernant ces 2 sujets. De plus, Bacon a pavé la voie pour les scientifiques révolutionnaires du XVIIIe siècle, comme Newton, qui ont vu les sciences d'une autre manière grâce au travers de Sir Francis Bacon.